Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Hot Story et avec une histoire de Volvo. Grâce à Claudio Grégolin qui a eu la gentillesse de me confier un texte très sympa et de nombreuses photos sur son aventure en Volvo en famille. Et donc, on va parler de Volvo 240 avec 4 mois de road trip en famille. En été 2017, je tombe en panne avec ma Land Rover. J'en ai marre des Anglaises. Par hasard, je passe devant un garagiste indépendant Volvo et je la vois, toute seule, perdue au milieu des voitures en attente de réparation. La 240 Break Gel cherche un europropriétaire. Je m'assieds dedans et voici tous mes souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Affaire conclue. Me voici dans ma voiture de dépannage qui deviendra par la suite mon fidèle compagnon jusqu'à aujourd'hui. Février 2018, je l'embarque en plein hiver dans le tour de la mer Baltique en passant par le Cap Nord. 8000 km sans pépin. Juillet 2018, le break de ma femme étant trop petit, elle nous servira pour les vacances familiales. 3000 km à travers les Alpes et les Dolomites à camper dans des endroits improbables. Février 2019, elle redemande de l'aventure. La voilà repartie pour 8000 km du Cap Nord en passant par la côte norvégienne et en faisant le tour de la Scandinavie. Après tant d'aventures, je sens qu'elle est prête pour un grand voyage. Un projet que ma femme et moi attendons impatiemment. Nous sentons que nos deux enfants sont prêts pour un road trip de 4 mois. Un bon entretien, des pneus renforcés plus haut, qui augmentent par la même occasion la garde au sol, et une suspension de 740 sur ma 240. Quelques pièces de rechange et nous voici partis début mai 2019 jusqu'en Iran. Nous embarquons le matériel de camping, un petit poêle à bois qui servira bien en Grèce en ce début mai, un sac par personne et en route. Nous traversons rapidement le Luxembourg et l'Allemagne pour rendre visite à une partie de notre famille près de Venise. Dernière halte gastronomique dans le pays de la Dolce Vita. Nous filons vers Ancône pour prendre le bateau et rejoindre le nord de la Grèce et attaquer ainsi la région des météores. Le jeu de piste commence à la recherche des monastères perdus dans les montagnes et parfois difficilement accessibles. Le temps s'y est arrêté et nous profitons de ce mois peu touristique pour nous attarder dans ces bijoux chargés d'histoire. Nous relions Athènes pour quelques visites touristiques incontournables. Nous rejoignons des amis vivants sur l'île de Paros, une semaine à se mettre au rythme grec et à profiter des splendeurs de l'île. Après quelques sauts de puce d'île en île, nous voici à Bodrum, en Turquie, débarquant d'un tout petit bateau prévu pour 4 voitures maximum. Nos caisses noires sur le toit de la voiture sont toujours une grande source de questionnement pour les douanes. Étrange, sur un 4x4 cela paraît normal, pas sur une Volvo. Cela nous vaut le passage systématique de sacs bagages au rayon X. Nous crapahutons le long de la côte turque, nous nous perdons sur des chemins difficilement accessibles, nous sommes rassurés sur les performances de la Volvo. Elle passe vraiment partout. Dès que nous sortons des sentiers battus, nous sommes frappés par l'accueil des Turcs. Une gentillesse incroyable. Nous traversons la Cappadoce, région ô combien magique, mais déjà un peu trop remplie par des hordes de touristes. Nous campons et nous nous perdons sur des sentiers longeant de nombreuses maisons troglodytes abandonnées loin de la foule. Nous le remarquons, dès qu'il faut marcher, nous semons de nombreux touristes. Nous rejoignons l'est de la Turquie, lentement, au gré des checkpoints à l'approche de la frontière syrienne. On ne parle plus anglais dans cette partie de la Turquie. Nous retrouvons une authenticité incroyable, sûrement celle de l'ouest de la Turquie d'il y a 30 ans. Nous logeons quelques jours dans la ville de Tatvan, aux portes du Kurdistan. Nous nous perdons ainsi dans le cratère de l'ancien volcan du Nemrut, le temps d'une journée. En route vers l'Iran, nous quittons la Turquie avec son poste frontière ultra-moderne pour arriver au poste de contrôle iranien par une route secondaire. Quelques containers font office de bureau. La voiture est encerclée de gens bienveillants qui vendent assurance, monnaie iranienne ou papiers de tout genre. La vérification des documents du véhicule et des visas commence par un vrai jeu de piste entre les containers avant de nous faire stopper par un policier bienveillant. Il nous installe dans son bureau, s'excuse à l'avance du temps que cela va prendre, nous fait asseoir, offre le thé et des limonades pour les enfants. Du jamais vu de ma vie à aucun poste frontière. L'accueil iranien est une légende qui devient la réalité. Après une bonne heure de formalité, nous y voilà. Aucune règle de conduite à l'horizon. Tout est permis. Mad Max est roi. On peut dépasser par la droite à 3 voitures de front à coup de klaxon. J'adore. Premier dodane invisible que notre voiture aborde à 50 km/h. Décollage, atterrissage, inspection et tout semble encore en place malgré le choc.
Nous n'avons pas encore changé notre argent, mais heureusement, nous avions quelques rials, monnaie iranienne, qu'un couple nous avait donné en Grèce, l'équivalent de 5 euros. Tant bien que mal, j'essaie de me faire comprendre et je donne ce montant au pompiste pour mettre un peu d'essence. Il me rigole au nez, je comprends mieux. C'est beaucoup trop. Le plein m'a coûté à peine 3 euros. Mais quel bonheur! Enfin un pays où le plein d'essence coûte le prix d'un verre de vin au restaurant. Nous arpentons des canyons, des routes perdues au milieu de nulle part. Les routes sont en bonne condition sur les axes principaux, mais elles deviennent vite un enfer en dehors de ces grands axes. Bon choix, les pneus renforcés. Ma femme tombe amoureuse de la Volvo. Quelle voiture incroyable, s'exclame-t-elle à chaque passage de rivière ou de col de montagne. Nous longeons la mer Caspienne, aux alentours de Rasht, avant de remonter vers les montagnes pour avoir un peu plus de fraîcheur. Nous sommes début juin, mais il peut déjà faire jusqu'à 40 degrés à certains endroits. D'ailleurs, nous avions bien vérifié et préparé la voiture, mais nous avions oublié une chose importante, le radiateur. Ces ailettes se désintègrent à vue d'œil. Nous roulons dans certaines montées avec le chauffage à fond. Fou rire dans la voiture. Nous évitons Téhéran pour rejoindre Kashan et la ville des merveilles, Ispahan. Quel berceau culturel. Que de magnifiques constructions. Dans les embouteillages, de nombreuses voitures se pressent pour nous dépasser et nous crier à la volée « Welcome to Iran ». Nos rencontres sont riches en échanges. Je peux le confirmer, c'est l'un des peuples les plus accueillants au monde. Le décalage est flagrant entre l'image véhiculée par les médias et la réalité. Bien entendu, nous observons un contrôle religieux fort présent et des messages de propagande un peu partout. Mais c'est un autre débat. Nous terminons par le Kurdistan iranien. Hospitalité incroyable, même si tout l'Iran peut se vanter de ses qualités. Nous nous frayons avec respect un chemin au milieu des gros Toyota Land Cruiser 4 litres 2 de contrebande. Sourires et signes amicaux. Beaucoup de vieux camions Volvo, ce qui inspire le respect de la marque aux locaux, mais aucune voiture de cette marque à l'horizon. Nous terminons par la ville de Tabriz avant de rejoindre l'Arménie. Après un passage de frontière de type procédure soviétique, nous attaquons enfin les routes défoncées de ce petit pays. Nous croisons des ados au volant de grosses Mercedes. Il faut être attentif ici, la route est traître. L'asphalte peut se déformer juste après une courbe. Les trous sont omniprésents. Nous décidons de faire un détour par le Haut-Karabakh, cette région disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Expérience étonnante. On sent que les gens y vivent à fond, au jour le jour, avec une épée de Damoclès au-dessus d'eux. L'actualité nous démontre récemment que ce n'était pas faux. Petit repos bien mérité dans un petit camping de luxe près de Erevan. Nous croisons de nombreux voyageurs équipés de Land Cruiser, de Land Rover, de VV, de camions, de motos, mais personne en vieille Volvo. Nous devenons vite l'attraction principale et notre bien-aimé inonde très vite les réseaux sociaux allemands, hollandais et de toute l'Europe. Petit passage à Erevan qui ne nous a pas vraiment impressionnés. Direction Tbilissi en Géorgie. Nous y passons quelques jours dans un Airbnb et sentons un fort rapprochement dans ce pays vers l'Occident, dans son mode de vie et ses produits. Nous croisons de très nombreuses voitures de seconde main avec de la publicité de nos régions. Ce pays a une diversité de paysages incroyables et les gens y sont très chaleureux. La 240 s'exerce dans des chemins dans lesquels nous ne croisons que des 4x4. Je pense qu'elle frustre de nombreux conducteurs qui ont surinvesti dans des véhicules de luxe. Le camping sauvage y est toléré et nous nous y adonnons à corps joie. Nous nous arrêtons 2 jours dans la ville triste et étonnante de Kiatura, ancien centre minier de la manganèse pour toute l'URSS. La ville est noire de poussière. Le cours d'eau charrie des eaux noires. Bref, tout est empoussiéré par cette extraction anarchique. La ville est composée d'une multitude de mini-téléphériques datant de l'époque stalinienne. Nous avons sillonné ce magnifique pays pendant 1 mois, partageant le vin fabriqué maison par les habitants, profitant de cette nature sauvage, avant de nous échouer quelques jours aux alentours de Batumi, profitant de la joie de la plage au milieu des touristes russes, aussi bruyants les uns que les autres. Après 2 jours de traversée sur la mer Noire, atterrissage en Ukraine, à Odessa. Quelle ville bouillonnante, branchée et moderne. Nous croisons notre première 240 à Kiev, dans un état avancé de décomposition, mais tout de même avec des pneus sport et des sièges baquets. Nous traversons ce vaste pays, appelé à l'époque le grenier à grains de la Russie. Nous roulons des heures durant sur de vastes étendues agricoles. Cela me rappelle les plaines de Saskatchewan au Canada. Nous profitons du charme des villes telles que Kiev et Lviv, et dans un élan de folie et d'impatience de retrouver son chez-soi, nous quittons une ville frontalière et 20 heures plus tard, d'une traite,
nous rejoignons Bruxelles le 22 août. Nous clôturons ainsi donc ce voyage de 15 000 km. Avec juste une ampoule à remplacer sur tout le séjour. Notre fidèle Volvo nous a emportés tous les quatre avec nos 200 kg de bagages et le matériel à travers des pays magnifiques. Nous ne pouvons que la remercier et lui promettre de nouvelles aventures très prochainement. Vous pouvez retrouver bien sûr sur Road Story ce texte accompagné de photos et bien sûr aller regarder le site de Claudio qui est www.7171north comme le nord north.com 71north.com et vous verrez qu'il y a d'autres photos, d'autres textes, d'autres éléments. Allez découvrir, c'est ultra sympa. Et puis ils repartent dans le nord, si je ne dis pas de bêtises, et on profitera, on essaiera de les suivre un petit peu et de vous reparler de ces aventuriers très sympathiques et qui ont voyagé des endroits absolument magiques. À bientôt.